Merci d'être avec nous sur U2P TV, toujours bien sûr en direct depuis le Salon des maires et des collectivités locales qui se tient à Paris. Et nous allons maintenant parler d'une opportunité de business, plutôt étonnante peut-être de prime abord, mais qui est extrêmement porteuse de sens, la restauration du patrimoine religieux. C'est vrai que c'est une opportunité pour les entreprises du bâtiment d'abord, pour les restaurateurs des régions, puisqu'il faut bien nourrir tous les ouvriers qui vont venir. Et puis c'est vrai qu'un joli centre-ville avec un marché qui s'installe autour d'une église, eh bien c'est de l'attractivité en plus, tout en protégeant bien évidemment notre patrimoine. On va en parler avec nos invités. Anne Ventalon, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice de l'Ardèche et vous êtes co-rapporteur d'un rapport de juillet 2022 intitulé « Patrimoine religieux en péril, la messe n'est pas dite ». On va en parler dans un instant. Éric Le DVA est avec nous, bonjour. Bonjour. Maître artisan tailleur de pierre à Redon, c'est en Bretagne et vous êtes en charge du dossier patrimoine à la CAPEB. Le père Gauthier Mornas est également avec nous. Bonjour. Bonjour Loïc. Vous êtes responsable du département art sacré de la Conférence des évêques de France et secrétaire des États généraux du patrimoine religieux. Tout à fait. Et Alain Larquet, maire de La Brocaire, près de Tarbes. Bonjour. Et vous, Bonjour. vous avez mis en place justement toute une politique de restauration de votre église. On va en parler dans un instant. Juste avant, j'aimerais vous diffuser un petit message d'une personnalité qui malheureusement n'a pas pu être là avec nous. C'est elle qui est le monsieur patrimoine du gouvernement. Il s'occupe aussi du loto du patrimoine. Vous l'avez forcément reconnu. C'est Stéphane Bern. On regarde son message. Est souvent la seule richesse des villages. Est-ce que vous savez que 52% du patrimoine national est dans des communes de moins de 2000 habitants? C'est dire l'importance de sauvegarder, de protéger ce patrimoine qui fait vivre les villages. C'est à la fois de la convivialité, c'est de l'identité positive pour les habitants, mais aussi, c'est ce qui dynamise nos territoires. C'est la raison pour laquelle je vous invite à protéger ce patrimoine. Souvent, ça donne du travail également aux métiers d'art, à des jeunes artisans. Est-ce que vous savez que le patrimoine, c'est 45 000 emplois parmi les artisans d'art? C'est 500 000 emplois directement impactés par le patrimoine. C'est la raison pour laquelle c'est souvent la richesse de vos communes. Donc je vous en supplie, c'est important pour nous, pour vous, de sauvegarder ce patrimoine de nos communes. Merci à vous. Voilà, je crois qu'il a extrêmement bien résumé ce que nous pensons tous de cette restauration du patrimoine religieux. Anne Ventalon, est-ce qu'on peut commencer peut-être par dresser un état des lieux justement de l'état des édifices religieux au regard du rapport que vous avez rendu? Oui, en effet, le patrimoine religieux est riche d'environ 100 000 édifices, dont 40 000 sont la propriété des communes. Et d'après l'Observatoire du patrimoine religieux, entre 2500 et 5000 seraient dans un état de préoccupation sanitaire. Alors, d'après l'Observatoire du patrimoine religieux, finalement, ces édifices religieux ne sont pas en si mauvais état que ça, mais on pense qu'ils sont de plus en plus dégradés et la menace est bien réelle. Alors, nous avons constaté que les édifices religieux sont plus dégradés dans les départements ruraux par rapport aux départements urbains. Et souvent, le déficit d'entretien ou un manque d'entretien régulier est souvent la problématique à laquelle doivent faire face les maires. Et effectivement, nous avons conclu dans ce rapport l'impérieuse nécessité de les accompagner par des outils, par des informations techniques, juridiques, et essayer d'avoir un guichet unique avec une boîte à outils qui rassemblerait toutes les aides, parce qu'elles existent. Les moyens financiers peuvent être effectivement surmontés. Il y a de nombreuses aides et Stéphane Bern nous l'a rappelé. Il y a aussi la générosité du public, il y a l'État, il y a le département, il y a la région qui peut accompagner les maires. Mais il faut aussi que les projets des élus communaux aient suffisamment de sens pour mobiliser la générosité du plus grand nombre. Père Mornas, de quelle manière la Conférence des évêques de France s'occupe justement de son propre patrimoine? Alors, elle accompagne déjà ce dont elle n'est pas ou plus propriétaire, c'est-à-dire le patrimoine aujourd'hui légalement affecté au culte par les dispositions de la loi de 1905 et ses conséquences. Donc c'est véritablement un accompagnement des propriétaires en sa qualité d'affectataire au plus près du terrain. Pour le dire très simplement, je crois que l'Église, la Conférence des évêques, n'a pas vocation aujourd'hui à aider financièrement à l'entretien du patrimoine religieux dont elle n'est plus propriétaire. En revanche, je pense qu'elle a deux missions. La première, c'est de faire vivre ces églises et de contribuer à faire vivre ces églises par-delà le culte.
de manière compatible avec le culte, parce que ce sont les termes qui sont requis par la loi, mais je crois qu'elle a également, d'une certaine manière, un service à rendre à la nation en aidant les propriétaires publics à trouver des sources de financement complémentaires au financement public. La sénatrice Ventalon disait, il y a véritablement un maquis en fait, de construction budgétaire, du financement des travaux d'entretien et de rénovation du patrimoine religieux. Si rien que la recherche de financement public est un véritable maquis pour les élus, je vous laisse imaginer le double maquis que représente la recherche de financement privé, entre autres par le mécénat. Donc ça, je pense que c'est une aide véritablement qu'on peut apporter aux propriétaires publics, c'est de les aider à solliciter le mécénat, parce qu'il y a de grandes fondations qui s'en font une spécialité. Je pense en particulier à la Fondation pour la sauvegarde de l'art français, mais je pense aussi à tout un tas d'autres mécènes qui sont capables de venir ajouter leur écho, dans tous les sens du terme d'ailleurs, aux travaux de rénovation. Alors on a là finalement pour les entreprises du bâtiment, de métiers d'art, toute une opportunité de business. C'est vrai, c'est comme ça aussi qu'on peut le voir, au-delà de tout le sens qu'on peut y apporter. Mais est-ce que, et c'est la grande question qu'on se pose, est-ce qu'elles vont avoir accès à ces marchés-là, les TPE de votre secteur ? Alors effectivement, elles ont déjà accès à ce marché-là. On souhaite que ce marché soit encore plus ouvert aux TPE. Pour ça, nous, en tant qu'organisation professionnelle, on fait ce qu'il faut et on engage les artisans à se faire identifier sur les territoires. Donc c'est l'affaire de tous. Il faut pouvoir répondre aux besoins de ce marché-là. Donc les artisans doivent, eux, faire la démarche de se faire connaître. Nous, les accompagner pour qu'ils aient une lisibilité et répondre justement aux besoins du marché. Et par exemple, on met en place ce qu'on appelle le CIP Patrimoine, qui est une marque de reconnaissance qui permet effectivement de bien identifier la compétence des artisans sur le domaine spécifique du patrimoine. Alain Larquet, vous avez rénové donc votre patrimoine religieux dans votre commune. Comment ça s'est passé ? Racontez-nous. Alors, j'avais commencé déjà avec la communauté commune pour faire les chapelles oratoires. Là, la communauté commune pouvait financer. Et ensuite, moi, la commune, l'intérieur de l'église, c'est communal. Donc, on a des aides départements, DETR, tout. Et des aides aussi de personnes dans le village qui viennent pour rénover, pour ne pas détériorer tout l'intérieur, pour ne pas casser des planchers, tout ça, rénover avec des vieux planchers en chêne et tout, pour rénover tout l'intérieur. Et par contre, la communauté de communes a le droit de restaurer l'extérieur, nous aider. Alors là aussi, c'est la région qui nous aide aussi. Et le mécénat, on n'a pas demandé encore. Et donc on va le faire maintenant parce qu'on lance un projet, c'est moi qui m'en occupe aussi, sur notre communauté de communes, sur toutes les chapelles, les oratoires, mais qui sont sur le sentier pédestre pour que ce soit aidé par la région. Racontez-nous l'importance que ça a pour vos administrés que votre patrimoine religieux reste bien vivant. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Pourquoi est-ce que vous êtes lancé là-dedans ? Vous auriez pu très bien dire oui, mais moi, je m'en fiche, par exemple. Et non, parce que c'est un patrimoine religieux et communal. Il faut commencer à restaurer déjà l'ordo, donc c'est la toiture. Après, on a les cloches aussi. Toutes ces cloches qu'il a fallu rénover. Vous avez le pare-foudre aussi, qui est obsolète, donc il faut le refaire. Donc là aussi, on a des aides du conseil départemental. L'intérieur, les fonds baptismaux. Ce que je veux dire, c'est que c'était important pour les habitants de votre commune aussi. Ah, mais oui, parce que bon, quand même, il y a quelques personnes qui vont à l'église et tout. Et après, on demande, on a pour la Toussaint, on a eu la bénédiction aussi, on a une messe avant Noël aussi. Bon, on demande. Anne Ventalon, on le comprend, il y a peut-être aussi des maires qui ne se lancent pas là-dedans par conviction, ça les regarde, mais aussi peut-être par ce maquis qu'évoquait le père Mornas. Est-ce que finalement une simplification qui devrait arriver là maintenant tout de suite serait la solution, mais il faudrait qu'elle soit effective très vite. Est-ce que vous travaillez là-dessus ? Bien entendu, en partenariat avec la Conférence des évêques de France et suite aux échanges qu'on a eus, on a la même conclusion qu'encourager une rénovation régulière est une source d'économie avec effectivement, afin d'éviter les coûts des restaurations futures. Et donc pour faciliter ce travail des maires, effectivement, on a besoin d'élaborer des choses qui existent déjà dans certains départements, des carnets de suivi, des carnets d'entretien,
pour pouvoir générer cette économie et effectivement simplifier les procédures, les demandes, les montages de dossiers qui restent toujours une lourde tâche pour nos élus locaux. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'un guichet unique, facilitateur et apporter de la souplesse. Quand est-ce qu'il va arriver ce guichet unique? Il est déjà en place? Alors non, je pense que c'est la réflexion qui est en cours à l'occasion des États généraux du patrimoine religieux. Je pense qu'on va faire des points d'étape et on aura l'occasion d'y travailler parce qu'il y a une concertation qui est nécessaire et il y a des outils à mutualiser et surtout ne pas avoir des disparités selon les départements qui utilisent déjà des outils. Je pense aussi au recours au CAUE. Malheureusement, il n'existe pas des CAUE dans tous les départements de France. CAUE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les conseils d'architecture, d'urbanisme, de l'environnement. Voilà. Vous vouliez intervenir? Oui, parce que je pense effectivement il y a une urgence. Aujourd'hui, on le voyait dans ce que vous disiez, monsieur le maire. Je crois qu'aujourd'hui, soutenir la rénovation du patrimoine religieux dans les plus petites communes de France, c'est pas rendre un service aux petits résidus de pratiquants ou de catholiques fervents. Le sous-titre de votre émission, vous le disiez, c'est un chantier porteur de sens. Et on le voit notamment avec les états généraux du patrimoine religieux, on le voit avec toutes les auditions que l'on mène, on le voit avec toutes les personnes qui nous partagent ce qu'elles ont à nous dire sur le patrimoine religieux du pays. Secourir ce patrimoine religieux qui est en difficulté, c'est rendre un service à la nation. Pas simplement à quelques-uns, mais rendre un service à tous. D'abord parce que ce patrimoine-là, c'est généralement le patrimoine le plus ancien de la commune et c'est le seul témoin de l'histoire longue du village. Quand le château est peut-être long aussi en histoire, mais a toujours été de propriété privée, l'église a toujours été de propriété publique. C'est vraiment le témoin de l'histoire longue. C'est aussi, je crois, le témoin de la vie, de la naissance à la mort, jadis du baptême au cimetière, mais encore aujourd'hui des joies et des peines de la vie du monde. Et puis c'est aussi le lieu où on peut le transmettre, et je pense qu'un tailleur de pierre le dira mieux que moi, c'est aussi un patrimoine immobilier qui permet de transmettre un patrimoine immatériel. Et ça, c'est assez extraordinaire aujourd'hui, on ne le sait peut-être pas assez, même si Stéphane Bern l'a dit en introduction de cette table ronde. Aujourd'hui, par le patrimoine religieux, on arrive à transmettre des savoir-faire qui autrement seraient perdus. Donc, il est porteur de sens dans tous les sens du terme. Et justement, ce qui m'intéresse de savoir, c'est surtout aussi avec vous, monsieur le maire, c'est de quelle manière les maires, les collectivités vont chercher les artisans de leur commune pour gérer ce type de chantier et non pas d'autres entreprises qui n'ont rien à voir. Parce que c'est l'occasion parfaite pour faire travailler les artisans de la région. Alors là je pense qu'il y a la France des villes et la France des plus rurales. Et c'est vrai qu'en milieu plus rural, l'artisan a un rôle social et sociétal qui fait qu'il est identifié et on va le chercher. Alors on va le chercher dans les règles de la commande de marché public malgré tout, mais enfin en tout cas sur le petit entretien, etc., il n'y a pas trop de soucis. En ville, c'est un peu plus compliqué, mais comme l'ensemble des marchés du bâtiment, pas plus le patrimoine que le bâtiment en général. Et nous, on doit effectivement faire en sorte d'être identifiés aussi bien par nos compétences, que ce soit en ville, que ce soit en campagne, et que c'est soit ça qu'on vient chercher, quoi. C'est la compétence de l'artisan. Justement, les artisans pour votre commune, c'était qui? Venez d'où? Comment vous les avez accompagnés, accueillis? Alors, bon, moi j'ai la chance, c'est que je suis entrepreneur de bâtiment. Voilà. Donc c'est vous qui vous en êtes occupé personnellement? Voilà, je fais des appels d'offres et je demande aux artisans locaux. Et donc comme nous, dans un long département, je recherche même dans certains, pour le petit patrimoine, dans certaines communes que je ne connais pas trop, rechercher des artisans pour les faire travailler, leur demander de répondre à l'appel d'offres. Ce qui signifie, et donc c'est un message pour les maires qui sont là et qui nous regardent, qu'il faut que les maires aussi aient une démarche proactive pour aller chercher les artisans, parce qu'il y a les gens qui s'occupent des vitraux, les tailleurs de pierre bien sûr, et tous les autres, ceux qui font les cloches, voilà, etc. Les vitraux, justement, on a une chapelle chez nous, chapelle Sainte-Germaine, où le maire il a payé un vitrail et l'adjoint a payé l'autre. Oui, et voilà. Donc il faut une vraie volonté. Père Mornas, de quelle manière vous allez pouvoir continuer comme ça d'accompagner cette restauration du patrimoine religieux avec tout ce qu'on s'est un petit peu dit, c'est ce guichet unique qu'on appelle tous de nos voeux bien sûr, mais pour aussi que les artisans dans les territoires, surtout dans les territoires, puissent en profiter vraiment?
Alors, il y a deux questions dans votre question, parce que la première, on le voit bien, quand on parle de patrimoine religieux, spontanément, on pense à l'immobilier. Mais quand on parle de patrimoine religieux, il faut aussi penser au trésor mobilier que contiennent les églises, parce que finalement, cet immobilier, ça n'est qu'un écrin. Donc les hôtels, les tableaux. Les rétables. Vous avez plus d'œuvres d'art cumulées dans toutes les églises de France que dans le musée du Louvre, qui est lui-même le premier musée au monde. C'est vous dire qu'on a là, comme le dirait la Fondation pour la sauvegarde de l'art français, le plus grand musée de France. Avec les églises du pays, vous avez le plus grand musée de France. Donc ça veut dire que, d'une certaine manière, entretenir le patrimoine immobilier, c'est permettre de mieux appréhender le patrimoine mobilier. Et on va même aller plus loin. Il y a le patrimoine immobilier, puis il y a le patrimoine immatériel. Et ça, c'est quelque chose qu'on commence à découvrir en France depuis une vingtaine d'années, notamment par l'apport de l'UNESCO. Pas simplement, mais voilà. Donc ça, pour nous, c'est très important dans le cadre des États généraux, de faire qu'on arrive à traiter et à faire vivre les trois dimensions de ce patrimoine religieux. Et puis l'autre point, parce que ça me semble aussi très important, c'est de se dire que les États généraux, c'est finalement le point de départ de quelque chose de nouveau, notamment pour réfléchir à ce qu'on appelle les fameux usages compatibles. Effectivement, ça n'aurait pas grand sens que de restaurer aujourd'hui une église pour se dire on va aussitôt la refermer en attendant qu'il y ait une messe qui hypothétiquement soit dite 6 mois après. Donc je pense qu'il y a une véritable réflexion à mener, et d'ailleurs on la lance, et je suis heureux d'ailleurs presque quasiment de la lancer avec vous aujourd'hui, parce que cette réflexion elle est lancée demain en France, dans tous les diocèses, par une grande enquête nationale qui part dans la centaine de départements de France, pour justement faire un état des lieux de ces usages qu'on juge compatibles avec le culte. Je vous donne juste 3 ou 4 exemples, parce qu'il y en a qui sont déjà vécus, pas simplement dans les territoires urbains, mais également ruraux, où on accueille en particulier des personnes qui sont précaires, des personnes qui ne doivent pas passer l'hiver à la rue, elles sont accueillies dans les églises. C'est un usage qu'on juge nécessairement compatible avec le culte. Il peut y avoir des expositions également. Il peut y avoir des expositions, des concerts, etc. Ouais. Mais je pense qu'il y a des choses, j'allais dire aussi, beaucoup plus inventives à trouver. Et c'est même pas tant à trouver qu'à mon avis à révéler, parce que ces choses-là, elles existent déjà. Et il faut simplement qu'on soit capable de les identifier. Anne Ventalon, pour conclure, qu'est-ce que vous aimeriez partager aux artisans, commerçants, professions libérales qui nous regardent et qui se disent tiens, peut-être que demain, je vais aller regarder les offres pour rebâtir notre patrimoine religieux? Je pense qu'on peut retenir des échanges que nous avons eus autour de cette table ronde. C'est effectivement ce partage d'expériences, cette mise en réseau de tous les acteurs. C'est vrai qu'au sein d'un département, de savoir les artisans qui exercent ou dans les départements voisins, il y a effectivement cette réflexion sur les usages partagés, parce qu'il faut bien retenir que le risque est que ces édifices cultuels soient fermés. Donc effectivement, c'est un patrimoine vivant. Et pour pouvoir qu'il reste vivant, il faut savoir les restaurer et donner de vie, donner un usage compatible. Il y a vraiment une réflexion à avoir. Cela faisait partie des recommandations du rapport que nous avons publié en juillet 2022. Donc il y a un grand chantier qui est entrepris, je m'en réjouis, et de pouvoir en parler est toujours une bonne occasion au niveau des consciences de l'opinion publique. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques minutes pour parler de l'impact de l'inflation sur les entreprises de proximité. À tout de suite. Nous sommes applaudis. C'est la première table ronde qui applaudit de la journée, je vous le dis.